OK, nous étions dans la définition de ce que c'est qu'un système d'exploitation. Vous avez plusieurs définitions là. Vous prenez celle qui est plus facile à retenir. Un système d'exploitation est conçu pour servir deux objectifs de base. Okay? Le contrôler l'allocation et l'utilisation des ressources du système informatique et puis fournir une interface entre le matériel et le matériel informatique. Donc, quand je parle de contrôler l'allocation des ressources, c'était à la base, les premiers systèmes d'exploitation ont été conçus uniquement pour faire ce contrôle, gérer le matériel. Du coup, ce que l'utilisateur devait faire, c'est utiliser l'invite de commande. Si vous voulez, par exemple, copier un fichier d'un emplacement à un autre, vous utilisez la commande CPY. Si vous voulez peut-être créer un nouveau répertoire, vous utilisez MKD. Vous voyez que la gestion et l'allocation des ressources étaient déjà possibles quand on utilise l'invite de commande. Mais sauf que les utilisateurs lambda ne peuvent pas retenir toutes ces commandes-là. Donc, du coup, le deuxième objectif d'un système d'exploitation est donc de fournir cette interface entre le matériel informatique et l'utilisateur. Soit ça peut être le programmeur pour faire son code, okay? Soit des programmes d'application pour l'utilisateur final. Okay? Donc, les deux objectifs sont pris en compte aujourd'hui dans la plupart des systèmes d'exploitation. Donc, ouais. Okay. Mais l'aspect contrôle et l'allocation, beaucoup plus, ce n'est pas visé par l'utilisateur final. Les utilisateurs aujourd'hui se focalisent beaucoup plus dans le deuxième objectif qui consiste à avoir une interface beaucoup plus conviviale. C'est pourquoi vous allez voir les gens ont beaucoup plus tendance à utiliser Windows à cause du deuxième objectif, puisqu'il y a une interface complète sur Windows, les copier, les déplacer, ainsi de suite. Tandis que sur Linux, c'est vrai qu'au départ, il n'y avait pas, en termes d'interface, l'interface n'était pas aussi si compétitive sur Linux que sur Windows. Mais progressivement, il y a déjà plusieurs versions d'interface qui sont en train d'être fournies dans les distributions Linux. OK? La distribution Linux. En fait, Linux, lui se charge purement dans l'objectif numéro 1, c'était l'objectif visé par le système d'exploitation Linux. Mais plus tard, il y a eu des particuliers qui se sont mis à développer des interfaces sur le noyau Unix. Okay? Donc, du coup, on a l'impression que c'est deux entités différentes, okay, qui s'occupent du développement de l'objectif 1 sur Linux et puis du développement de l'objectif numéro 2. Alors que sur Windows, c'est presque la même maison. En fait, c'est la même maison qui se charge de développer tout ce qui est interface sur Windows et en même temps l'aspect contrôle des ressources du système. Okay. Pourtant, sur Linux, ce n'est pas le cas. C'est pourquoi, quand vous installez, par exemple, Ubuntu, vous pouvez passer d'une interface graphique à une autre interface aussi simplement. Parce que c'est comme si vous installez juste une extension de votre système. Je crois que je vais plus tard peut-être revenir sur les différentes interfaces que Linux vous offre. Un système d'exploitation doit prendre en charge les tâches suivantes. Okay, fournir les installations pour créer, modifier des programmes et les fichiers. Ça, c'est en termes de tâches. Il faut qu'il vous donne la possibilité de créer, de modifier des programmes et des fichiers de données. Fournir également un accès au compilateur pour traduire le programme utilisateur du langage de haut niveau au langage machine. Il y a des systèmes d'exploitation qui vont fournir le compilateur. Aujourd'hui, le compilateur peut être aussi utilisé comme un logiciel qu'on installe
afin de traduire votre programme. Mais il y a ces systèmes d'exploitation-là qui donnent accès à un compilateur. Okay. Donc, vous avez cette vue globale d'un système informatique. Okay. Là, vous avez le matériel et ce système d'exploitation qui interagit avec le matériel, tandis que votre application, telle que les compilateurs, les éditeurs de tests, les jeux, les bases de données, vont interagir avec le système d'exploitation et les utilisateurs interagissent avec les applications. Donc, ça, c'est une vue globale d'un système informatique. Donc, nous, on va s'intéresser au système d'exploitation. Donc, il va fournir un programme de chargement. Nous allons expliquer ce que c'est que le programme de chargement. Également, il doit fournir des routines qui gèrent les détails d'entrée, entrée-sortie. C'est quand nous allons aborder la gestion de la mémoire qu'on verra ces différentes routines. Vous savez ce que c'est qu'un compilateur. Un compilateur va traduire votre code, votre programme en langage machine. Dans un loader, c'est une routine qui charge un programme objet et le prépare pour son exécution. Donc, supposons que vous avez déjà converti votre programme en un programme machine en utilisant un compilateur. Le loader est celui-là qui va charger votre programme objet, c'est-à-dire que la version compilée, et le préparer pour son exécution. Okay? Et c'est le système d'exploitation qui va fournir ce loader-là. Il existe différents schémas de chargement, c'est-à-dire qu'il existe différents loaders, absolus, relocalisants et puis lien direct. Nous allons revenir sur ces différents types de loaders plus tard. Donc, en général, le chargeur doit charger, déplacer et lier le programme objet. Le chargeur est un programme qui place les programmes en mémoire et les prépare à son exécution. Donc, une fois que vous avez votre fichier .exe ou bien un fichier exécutable et que vous décidez de cliquer sur cela, il y a ce programme-là qui est appelé le programme loader qui va permettre de charger votre programme en mémoire et préparer ce programme à son exécution. Et on appelle les loaders. Historique du système d'exploitation. Le système d'exploitation a évolué au fil des ans. Le tableau montre l'historique du système d'exploitation. Vous avez, au départ, on utilisait des vacuum tubes. Je vais créer quelques images pour vous présenter c'est quoi. Donc, un vacuum tube, c'est un type électronique là, puis c'est vrai que ce genre de tube faisait des opérations basiques d'addition ou bien de soustraction. Donc, rien d'assez complexe dans ce genre de... et c'est clair qu'il n'y avait pas d'interface.
Donc, voici, voilà à quoi ressemblent des vacuum tubes. Ça, c'est dans les années 1945, 1955. Et puis, dans la seconde génération, on a commencé à utiliser des transistors, okay, comme étant le composant électronique dans ces ordinateurs-là. Puis, à la troisième génération, on a commencé à utiliser des circuits intégrés. Et puis, au niveau de la quatrième génération, on a commencé à utiliser des large scale integrations. OK, ceci veut tout simplement dire qu'on a réduit la taille de ces transistors et on les plaçait en chaîne, OK? C'est-à-dire qu'on avait plusieurs simultanés. On pouvait avoir des millions sur un seul circuit intégré. Large scale integration. Et ça a donné naissance à ce qu'on appelle PC aujourd'hui. Donc, ça, c'est une présentation en termes d'évolution de la première à la quatrième génération. Avec un peu de recherche, vous avez une image de ce que c'est qu'un transistor et ce que c'est qu'un circuit intégré. Donc, dans le circuit intégré, je l'ai dit, on met des millions de transistors sur un seul chip. Chip en français, c'est... OK. Grâce à la miniaturisation, c'est-à-dire qu'on peut réduire la taille des transistors, on a à mesure de mettre des millions de transistors sur un seul chip et ça donne naissance à ce qu'on appelle large scale integration. Des exemples de systèmes d'exploitation. OK, en fait, le large scale integration, c'est aussi votre carte. Par exemple, la carte mère que vous avez, vous pouvez voir là qu'il y a des millions et des millions de transistors. Des exemples de systèmes d'exploitation. Windows, basé sur l'interface graphique. Okay. Vous avez GNU Linux, personnel, poste de travail, FAI, fournisseur d'accès Internet. Linux est beaucoup plus utilisé dans les fournisseurs, pas les fournisseurs d'accès Internet, les serveurs de fichiers et imprimantes. La plupart des serveurs aujourd'hui tournent sur Linux. OK. La plupart des serveurs, comment. Et puis, vous avez Mac. Et puis, Android est également un système d'exploitation pour smartphone. Tandis que pour smartphone, et puis iOS, c'est un système d'exploitation pour les téléphones Apple. Donc, ces deux, c'est pour les... C'est vrai qu'il y a d'autres systèmes d'exploitation qui sont pratiquement en... Les téléphones tels que les BlackBerry avaient aussi leur propre système d'exploitation mobile. OK, Windows a aussi fait sortir un système d'exploitation mobile qui n'est pratiquement plus utilisé. Okay. Et puis, l'opérateur compose le batch en posant les unes sur les autres, les piles, les cartes
des différents programmes qu'il souhaite exécuter. Donc, il va former des grandes piles qu'on va appeler batch. Il va présenter en fait le début et la fin du batch. Et ce batch est en fait fourni à votre CPU qui va faire un traitement. La liste des tâches à réaliser peuvent être fournies, par exemple, dans un fichier, okay, ainsi de suite. Donc, lui, les manuels, c'était il est donc de la responsabilité de l'utilisateur, de l'opérateur de trier les travaux avec des besoins similaires. Donc, afin, par exemple, d'accélérer le traitement, l'opérateur peut décider d'empiler, par exemple, dans un même fichier, les opérateurs qui sont similaires et passer passer cette liste de tâches ou bien de jobs à votre CPU. OK? Donc, il y a au moins un opérateur qui intervient là. L'imitation de ce genre de système, c'est qu'il n'y a aucune interaction entre l'opérateur et l'utilisateur et le système. En termes d'utilisateur final, okay, on ne parle pas d'opérateur ici, puisque l'utilisateur va donner la liste des tâches qu'il souhaite réaliser à un opérateur. Le système d'exploitation est moins réactif, aucun traitement basé sur la priorité. Okay? Il y a peut-être une tâche qui est prioritaire à une autre tâche. Ceci est laissé uniquement à la discrétion d'un opérateur, de l'opérateur. L'utilisation du processeur est très faible. Okay? Taille de la mémoire faible, car très peu de travaux peuvent être traités. La plupart du temps, le processeur est inactif, car la vitesse des périphériques d'entrée-sortie est plus lente que celle du processeur. Donc, il n'y a pas la notion d'ordonnancement, par exemple, donner la priorité à tel processus est prioritaire, ainsi de suite. Il n'y a pas ce genre de traitement. C'est vrai que l'exemple qui est donné ici, vous ne devez pas le voir comme étant un système d'exploitation qui est installé sur la machine de l'opérateur. Parce que quand vous voulez, par exemple, réaliser une tâche, vous vous adressez à un opérateur. Cet opérateur soumet peut-être votre requête à un traitement et puis vous avez le résultat final. Okay? Donc, l'exemple que je donne ici ne veut pas dire que les systèmes bancaires utilisent les systèmes de batch. Non, okay? C'est juste que l'approche, par exemple, si vous voulez faire un relevé bancaire, vous vous adressez à un opérateur qui, en réalité, va maintenant soumettre votre requête à un système, par exemple le CPU, et il y aura un retour. Okay? Donc, de façon naturelle, on n'utilise plus ce genre de système d'exploitation. Okay? C'était des systèmes d'exploitation utilisés dans les années 1950. Okay? So, la machine s'y rend complètement aujourd'hui.